Cette réalité inquiétante, des personnes en France obligées d'avoir une protection policière après des menaces islamistes, une réalité donc inquiétante. Est-ce qu'elle révèle une société dépassée finalement? Pas forcément une société dépassée, mais en tout cas une société qui a pris la mesure du risque. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'avoir finalement des personnes qui soient protégées. Il ne faut pas du tout prendre à la légère ces menaces de mort. Et il faut avoir des dispositifs qui soient adaptés pour protéger les personnes, parce que c'est des personnes courageuses qui ont le courage de dénoncer ce qu'elles voient et de lutter face à une dérive qui est inacceptable. Et donc elles mettent en danger leur liberté d'expression, et leur liberté corporelle, physique et leur liberté tout court. Donc c'est un devoir de la République de les défendre, parce que dans ce combat-là entre la République et le totalitarisme islamique, il ne faut pas se tromper, il faut être toujours du côté de la République et soutenir tous les individus qui feront un pas en faveur de la République face au totalitarisme islamique. Merci Émeric. Émeric Guisset, des restrictions d'eau donc pour les vacanciers, c'est une nécessité selon vous? Il va falloir s'habituer ou en tout cas penser différemment l'utilisation de l'eau aujourd'hui? Alors, on va le penser différemment, l'usage de l'eau cet été, parce que là, on a une tension, un stress hydrique très important. Et il faut identifier deux priorités, les usages vitaux pour la population et ensuite l'agriculture pour préserver le cheptel et les cultures. Ensuite, l'enjeu, c'est justement de ne pas revivre la même situation chaque année en anticipant pour ne pas avoir des restrictions à s'habituer, et donc plutôt avoir des questions de stockage pour mieux répartir l'usage de l'eau tout au long de l'année, notamment pour l'agriculture. On sait que c'est un point important de progrès avec l'irrigation. Merci. Les chefs d'état-major réservés sur la capacité de l'armée française à mener une guerre de haute intensité. C'est ce qui ressort d'un compte-rendu dévoilé début août. On va écouter à ce sujet le général Clermont. Il est général de corps aérien. Écoutez. 50 milliards, c'est très insuffisant. Parce que les 50 milliards, en réalité, il faut d'abord que ça rattrape tous les manquements et toutes les lois de déprogrammation militaire qu'on a subies pendant 30 ans, selon le principe des dividendes de la paix. Donc c'est à la fois tout ce retard à rattraper et toute cette modernisation à enclencher dans un contexte dans lequel vous n'avez plus maintenant 3 domaines, qui sont terre, air, mer, vous avez 5 domaines. Vous avez terre, air, mer, cyber et spatial. Émeric Guisset, la situation semble inquiétante. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. La France est au pied du mur. Elle doit se battre pour rester une flamme dans le monde et vaincre. Vaincre, sinon elle peut mourir. Elle peut mourir parce que nous entrons une nouvelle ère des conflits militaires pour laquelle elle n'est pas adaptée. L'armée française doit non seulement être efficace en cas de guerre conventionnelle, ce qui est le cas traditionnellement, mais aussi faire face à des conflits différents, les guerres asymétriques et les guerres à haute intensité, ce qui est l'objet du rapport. Précisez-nous peut-être une guerre à haute intensité, qu'est-ce que ça signifie? Guerre à haute intensité, c'est un peu une guerre hybride où finalement on va devoir mener des opérations spéciales et aussi utiliser des agences un peu comme Wagner, ce que fait la Russie, ou la CIA possède aussi plutôt des forces spéciales pour se projeter rapidement de manière stratégique et reconquérir un territoire ou avoir une élimination ciblée. Pour l'instant, la France est plutôt positionnée sur des guerres conventionnelles, donc des conflits de puissance à puissance avec un gros pactage et beaucoup d'unités différentes. Et donc, pour faire face à ça, on doit à la fois avoir une question de moyens, mais aussi une question de stratégie. Redéfinir notre stratégie face à ces nouvelles menaces. Quelle est cette stratégie, justement, dont vous parlez? Pour définir cette stratégie, il faut d'abord être d'accord sur le constat. Le constat, c'est que la France est la seule puissance capable de défendre l'Europe et la seule puissance capable de bâtir une indépendance militaire européenne. Les Allemands participent à des programmes européens militaires, mais à la fin, ils achètent toujours du matériel américain. C'est presque à se demander si finalement, ils ne participent pas à ces programmes pour les couler de l'intérieur ou à minima les retarder. Les Américains, de leur côté, se réinvestissent en Europe en raison principalement de la guerre en Ukraine, donc qui est plutôt conjoncturelle. Et finalement, c'est plutôt un retrait américain auquel on doit faire face en Europe, au Moyen-Orient avec l'Afghanistan et aussi en Afrique. Les Américains vont se concentrer sur le conflit avec la Chine, donc plutôt s'impliquer en Indo-Pacifique. Donc face à ce retrait américain, il n'y a qu'une seule ligne de défense qui reste pour l'Europe, c'est l'armée française. Seulement, la France, pour conserver sa place dans le concert des nations, doit faire face à ses propres démons, vaincre l'esprit de Munich, l'esprit munichois. Cet esprit munichois qui, finalement, pense que la France ne peut plus être grande et qu'elle ne peut exister seulement soit comme meilleur allié des États-Unis, soit comme vassal de la Chine, voire comme un porte-parole du Kremlin en Europe. Ce qu'on doit finalement bâtir, parce qu'il y a une alternative à cet esprit munichois, c'est de construire un OTAN européen pour que les Français et les Européens reprennent la maîtrise de leur destin, décident de leur politique étrangère, décident de leur défense, décident de leur sécurité, sans attendre les consignes ni de Washington, ni de Moscou ou de Pékin. Merci beaucoup, Émeric Guisset. Et puis à 8h. C'est aujourd'hui, il va falloir se battre pour la préserver, notamment face au totalitarisme islamique.
où finalement on a pu le vivre aux États-Unis, mais aussi en France avec Charlie Hebdo, où il y a des attaques et des fatwas qui sont menées pour justement faire taire. C'est un enjeu justement de à la fois permettre à la liberté d'expression d'être totale et continuer à exister en France, et aussi de protéger les personnes qui sont prises pour cible pour éviter les drames. Ensuite, il y a un dernier enjeu sur les fatwas, comment on arrive à lutter contre ces fatwas, comment on fait pour finalement judiciariser toutes les personnes qui prennent part au fatwa, à la fois la personne qui la déclenche, mais aussi les différentes personnes qui peuvent y participer et qui rentrent dans le processus. C'est toute cette réflexion-là qu'il faut mener pour lutter contre un phénomène qui est dangereux, puisque ensuite on voit les drames qui peuvent être perpétrés. Et sachant qu'on disait qu'aujourd'hui, les soldats du feu étaient formés pour faire face à ce type d'agression, ce qui est tout de même assez incroyable, puisque ce sont des hommes et des femmes qui viennent pour sauver la population, et aujourd'hui qui sont pris à partie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce phénomène d'agression des pompiers? C'est un phénomène ahurissant où finalement vous avez des personnes qui sont là pour sauver des vies, qui sont pris pour cible et attaqués. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène un peu global où on s'aperçoit que dans certains quartiers, on a une concurrence entre le modèle de l'État et le modèle des lois des gangs, où finalement tous les représentants de l'État, que ce soit des pompiers, des forces de l'ordre, des médecins ou des élus, sont pris pour cible pour justement cette question de contrôle du territoire. Là, dans ce cas spécifique, c'est a priori pas le cas, puisqu'il s'agit d'un centre de réfugiés dans le 12e arrondissement. Donc c'est pas... Le 12e arrondissement n'est pas un territoire perdu de la République. Donc c'est une question qui est quand même différente. Là, dans ce cas précis, on peut s'interroger sur le fait finalement qu'on ait des personnes pour qui la France accueille et offre un accueil, ce qui est l'honneur de la France, c'est d'avoir un droit d'asile. Mais avoir bénéficié du droit d'asile, c'est pas bénéficier d'un droit à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes accueilli en France, vous devez respecter les règles, vous devez respecter finalement les institutions, les personnes qui sont là pour sauver des vies. Et on peut s'interroger finalement sur les sanctions ensuite qu'on va devoir mener, parce que c'est pas acceptable d'accueillir des personnes et qu'en retour, on ait des représentants de l'État qui soient pris pour cible. Moi, je pense que dans ces cas d'agression des pompiers par des personnes à qui on offre l'asile, la question du retour dans le pays d'origine doit se poser très sérieusement. Autre phénomène qui est compliqué d'endiguer, celui des... On le voit des contrôles et pour autant, ça semble insoluble, hein, cette affaire de rodéo urbain. Est-ce qu'il faut être plus dur? Il faut être plus dur parce que là, on fait des plans un peu d'urgence pour l'été, pour avoir une action forte, mais de manière conjoncturelle. Ce qu'il faut, c'est des solutions structurelles face à ce fléau. Une solution structurelle, c'est la question de permettre aux policiers de tamponner et d'aller au contact des personnes qui font des rodéos pour véritablement provoquer un changement psychologique, un choc psychologique sur les délinquants. La question, on l'a vécu le week-end dernier, c'est savoir est-ce qu'on fait peser le risque sur les riverains ou sur les auteurs de rodéos. On pense que le risque doit être porté par les auteurs de rodéo. Et en fait, finalement, c'est remettre en cause le choix rationnel qui est fait par les délinquants de se dire, finalement, est-ce que c'est rentable ou pas de faire un délit de fuite, de faire des rodéos urbains pour pouvoir briller dans leur écosystème. Si on leur explique que finalement, ils vont être percutés par la police, je pense qu'ils se poseront la question à deux fois. Donc il y a cette question-là. Et ensuite, il y a la question du cadre. Comment on fait pour mettre en place cette question des policiers pour qu'ils puissent aller percuter? Il y a une question de formation qui est majeure, parce qu'on ne va pas percuter les gens n'importe comment. Il y a une question de la responsabilité judiciaire, comment on fait pour protéger les policiers et les gendarmes pour pas qu'ils soient victimes ensuite de jugements parce qu'ils auraient percuté et que la personne serait blessée. Donc il faut un cadre spécifique pour protéger les policiers et les gendarmes. Et ensuite, il y a une question de réponse pénale où il faut que la réponse soit effective, en utilisant notamment les vidéosurveillances pour à la fois saisir les véhicules et avoir une effectivité des peines qui soit réelle sur les personnes qui commettent des rodéos. Effectivement, le débat est ouvert en tout cas. Dans les hôtels, dans les restaurants, parce que c'est mal payé, parce que c'est pas assez cher, qu'est-ce que ça révèle selon vous? Ça révèle la crise qu'on connaît sur le marché du travail, c'est-à-dire que finalement vous avez un phénomène qui peut paraître incohérent, c'est-à-dire que vous avez des emplois qui sont non fournis alors que vous avez à peu près plus de 7 millions de demandeurs d'emploi. Donc ça paraît assez étonnant de ne pas être capable de flécher les demandeurs d'emploi vers les emplois qui sont vacants, mais c'est une réalité. Et ensuite vous avez un manque d'attractivité de ces métiers en raison à la fois de la difficulté au quotidien d'exercer le métier de serveur et de la valorisation financière qui est accolée à cette difficulté du métier qui est croissante. Et dans le même temps, vous avez d'un point de vue des professionnels, des propriétaires, une situation qui est compliquée financièrement parce que finalement ils ont connu le Covid avec une baisse des revenus. Là ils font face à une inflation assez forte, donc une augmentation des prix en termes de marchandises, avec finalement des Français qui n'ont pas forcément les moyens de venir sur les terrasses. Et donc pour eux, le coût du travail, ils n'ont pas envie d'augmenter les salaires. Et cette situation, il faut la régler parce qu'elle n'est pas souhaitable. Elle n'est pas souhaitable à la fois pour les demandeurs d'emploi en France, où finalement on pourrait trouver un travail et une qualification pour eux, et aussi pour les pays d'origine des migrants économiques qu'on va faire venir,
où eux aussi ont besoin de leur jeunesse pour se développer. Donc là, c'est une situation un peu inédite qu'on est en train de vivre, alors qu'on pourrait